Le 6 août 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dénonçait une nouvelle tentative de déstabilisation démasquée contre son pays et ses collaborateurs, mentionnant également un plan de guerre informatique. Les données partagées par le capitaine Ibrahim Traoré font état d'une complicité interne à l'armée avec des terroristes. Au Mali, des attaques terroristes ciblant directement les femmes se multiplient entre combats intenses sur le front et chantage de certains pays occidentaux. Que se passe-t-il réellement dans les pays de l'AES qui fomentent donc des plans contre l'AES et les pays du Sahel qui sont aujourd'hui réunis en confédération? On en parle dans le cadre de cette émission Grand Angle qui reviendra évidemment sur les angles majeurs de cette thématique: terrorisme, trahison, chantage occidental, comment les pays de l'AES sont encerclés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Grand Angle commence tout de suite sur vos antennes. Thématique. Docteur Sango, je démarrerai avec vous pour planter le décor. Je le disais déjà, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré s'est exprimé et il a rappelé une nouvelle tentative de déstabilisation de son pays, mais aussi il va plus loin en parlant de tentative d'assassinat envers sa personne, mais aussi ses collaborateurs à la tête du pays. Le président Ibrahim Traoré n'est pas à son premier, à un premier coup de ce genre au Burkina Faso. Pourquoi particulièrement? Que diriez-vous par rapport à cette actualité, à cette déclaration nouvelle du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Oui, je pense que les sorties... Déjà, bonsoir à mes différents co-panélistes, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à la technique. Je pense que les sorties du président Traoré sur le plan communicationnel doivent, n'est-ce pas, s'entendre par la nature même et les enjeux du combat qu'il est en train de mener. J'ai envie de dire qu'ils sont en train de mener. Parce que le combat qu'il mène sur le terrain met le pied dans les intérêts d'un certain nombre de puissances et fondamentalement la France. Et lorsque vous voyez l'enjeu de ces intérêts-là, il est normal que jour après jour, ces puissances-là soient toujours tentées de briser ou du moins de mettre en mal la dynamique sécuritaire et révolutionnaire, j'ai envie de dire souverainiste, qui est en train d'être impulsée par le Burkina Faso et ces pays de l'AES en général. En réalité, ce que Traoré veut poser, ou du moins le problème qui se pose derrière ces multiples sorties, en réalité, c'est le problème de la capacité, voire de la capacité des États africains à se protéger dans une dynamique de long terme. On voit aujourd'hui qu'il est difficile et voire compliqué pour les Africains d'avoir une sécurité, n'est-ce pas, en long terme, tant que certains États africains, ou du moins certains États frontaliers à ces États de l'AES, restent encore dans le jeu de la manipulation occidentale. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, tant que les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme l'Algérie, les pays comme le Togo et bien d'autres encore resteront à distance de ce combat porté par l'AES, les États de l'AES seront toujours tentés de déstabilisation. Donc aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est lequel? L'enjeu fondamental aujourd'hui, nous disons sur un plan panafricaniste que les États africains doivent faire, n'est-ce pas, sien ce combat qui est porté par les États de l'AES. Parce que ce combat-là, en réalité, serait un combat inachevé et ne porterait pas davantage ses fruits sur le plan de la dynamique, sur le plan, n'est-ce pas, du temps long, si certains Africains ne comprennent pas les enjeux. Okay. Donc aujourd'hui, il est important de travailler davantage dans le sens de faire converger ces États environnants, ces États frontaliers de l'AES pour qu'ils baignent dans ce combat-là à l'effet d'avoir une sécurité durable pour le continent africain. Parce que lorsque vous voyez comment la scène internationale est aujourd'hui configurée, les enjeux que les États de l'AES sont en train de soulever sur le plan économique, politique et même géostratégique sont tellement
énorme que les puissances occidentales, le bloc occidental, l'OTAN ne seraient pas prêts à baisser les bras. Il est donc important que l'Afrique utilise cette occasion ou alors saisisse cette occasion pour qu'elle comprenne qu'en réalité, les intérêts du continent africain seraient davantage sauvegardés si le continent parle, n'est-ce pas, d'une même voix et d'une même âme. Donc, il est important pour nous de travailler pour que l'Afrique s'organise vers les regroupements régionaux solides. Ce serait par exemple une bonne chose si, dans l'avenir, on voit certains États de la sous-région ouest-africaine intégrer l'AES. Au-delà même de la sous-région ouest-africaine, les autres sous-régions, parce que le Liptako Gouma a laissé les passerelles d'ouverture. Donc, l'enjeu, c'est de cela. Ce que Traoré et Goïta, voire Tiani, posent comme dénonciation chaque fois sur la scène internationale d'assassinat et de déstabilisation, en réalité, derrière ces sorties-là, ces multiples sorties-là, se cache la problématique ou se pose la véritable problématique d'une sécurisation durable du continent africain. Donc, l'AES est dans un combat salvateur, dans une dynamique qu'il faut saluer, mais cette dynamique-là serait davantage fragile, inachevée, tellement brisable, facilement brisable, si les États frontaliers de l'AES restent encore des instruments, des entités réductionnistes au jeu de la manipulation occidentale. Merci docteur Sango pour cette première prise de parole sur cette thématique, sur la question. On retrouve Diapenda depuis Niamey qui est avec nous. Je pense bien qu'il est à Niamey, souvent en Égypte. Alors, on parle avec vous de ces actualités concernant le Burkina Faso, mais aussi le Mali et bien sûr le Niger. 3 pays qui aujourd'hui semblent totalement encerclés, que ce soit par des tentatives de déstabilisation ou encore des bases militaires, on y reviendra évidemment, mais déjà pour planter le décor, Omar Diallo dit Diapenda, au Burkina Faso, cette énième tentative de déstabilisation signifie-t-elle forcément que le pouvoir Ibrahim Traoré dérange plus d'un et que cette tentative a forcément des tentacules étrangères, c'est-à-dire occidentales? Merci de m'avoir donné la parole et il n'est secret pour personne. Aujourd'hui, le discours du capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État du Burkina, c'est le même discours, si je ne me trompe pas, que Thomas Sankara a tenu le 29 juillet 1987 à Addis Abeba. Donc Thomas Sankara était seul face à ses ennemis et il ne le savait pas. Il a fait une déclaration pour libérer véritablement les terres africaines, mais il a été relâché et trahi par ses frères. C'est la même chose aujourd'hui qui se passe entre le Niger, le Mali, le Burkina, face aujourd'hui aux ennemis que nous considérons comme des frères. Mais cette fois-ci, c'est différent de celui de Thomas Sankara, car là, les peuples accompagnent ces hommes. Parce que ces hommes ont tout simplement demandé la liberté, l'égalité et la vraie indépendance. L'indépendance, c'est pas dire de chasser la France que nous sommes libres, mais l'indépendance de travailler, l'indépendance d'avoir notre autosuffisance alimentaire, l'indépendance d'avoir une puissance économique, l'indépendance d'avoir une armée souveraine, une armée capable de détruire et d'éliminer tous les ennemis qui vont en tout cas se lever contre le peuple. Aujourd'hui, si vous voyez, la menace se multiplie et s'intensifie autour d'Ibrahim Traoré. C'est parce qu'à l'époque, les ennemis étaient au pouvoir. C'est eux qui détiennent, c'est eux qui manipulent. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils vont tout faire pour faire tomber le régime du Burkina afin de porter un coup dur au peuple d'Afrique. Mais malheureusement pour eux, le peuple est déterminé, le peuple est engagé. Et je pense que les peuples vont accompagner ces hommes et ses gouvernants dans ce combat, dans cette lutte de liberté. Et il est très important que Ibrahim Traoré, le capitaine, comprenne que ses ennemis sont toujours aux aguets, ils attendent seulement l'occasion. Et ce n'est pas contre Ibrahim Traoré qu'ils le font, mais c'est contre toute l'Afrique. Parce qu'ils sont habitués, ils sont issus d'un système traître, d'un système néocolonialiste que eux ils défendent sans le savoir. Parce que vous ne pouvez pas venir détruire votre famille, détruire toute l'Afrique pour faire plaisir à un simple occidental, un homme qui tue
avec des armes. Un homme qui possède des armes des peuples légalement, c'est la France. Elle détient des armes légalement et elle les utilise illégalement contre des innocents. Mais je pense qu'il est temps que les gens comprennent que nous sommes prêts. Nous n'allons jamais baisser les bras et nous allons rester toujours en veille afin de pouvoir mettre tout autre ennemi de nos nations hors d'état de nuire. Ça, c'est très important. Donc, comprenez que l'enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est pour s'accaparer de l'Afrique, s'accaparer de nos ressources, rendre notre jeunesse plus faible, plus criminelle, afin de pouvoir les utiliser. Parce que si les armes, on n'achète pas les armes, il n'y a plus de business pour eux, l'Occident. Mais malheureusement, nous avons compris cela et nous avons l'information. La sortie du président de la République du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani, démontre clairement qu'aujourd'hui, le Niger, le Mali et le Burkina sont assez mûrs. Ils sont vraiment renseignés. Ils ont une capacité de contrôle de leurs terres et ils ont les informations à la minute. Tout ce qu'ils disent concorde et il y a des preuves palpables, irréversibles, incontestables de tous. Donc, je pense que Ibrahim Traoré est menacé. Tout simplement, les ennemis ne veulent pas voir l'Afrique grandir et malheur sur ceux qui baillonnent leur peuple, d'après Thomas Sankara, paix à son âme. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour un début. Merci. Docteur Sango, retour donc vers vous sur ce plateau. Les tentatives de déstabilisation dénoncées par le président Ibrahim Traoré, à votre avis, est-ce qu'elles viennent également mettre au goût du jour la fragilité de la protection et puis de la création, on parle bien sûr de cette confédération, la fragilité encore aujourd'hui de cette confédération et puis des différents pays de l'AES du fait du non-soutien des pays du Sud? Oui, et ça c'est la complexité du problème que Traoré est en train de poser. C'est-à-dire aujourd'hui, même s'il est conscient du fait qu'il a son peuple derrière lui, même s'il est conscient du fait qu'il a certains partenaires régionaux et sous-régionaux et même internationaux qui travaillent avec lui, la sécurité reste, n'est-ce pas, ici, inachevée, incomplète si les États sudistes, les États environnants du Burkina Faso ou du moins de l'AES ne comprennent pas le bien fondé de leur action. Et c'est en cela que la thématique de ce soir est tellement logique. Et lorsque vous dites terrorisme, trahison et chantal occidental, en réalité, vous avez, n'est-ce pas là, dessiné le schéma qui avait été placé et dessiné par... Vous avez là dessiné le schéma qui avait été pensé par les pays occidentaux pour déstabiliser le continent africain. Lorsqu'on prend le terrorisme, en réalité, le continent africain est victime du terrorisme aujourd'hui à cause des puissances occidentales, à cause de leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Et c'est pour cela que nous disons souvent que le terrorisme, en réalité, n'est pas né ex nihilo sur le sol africain. Le terrorisme est né à partir du moment où les puissances occidentales ont décidé de ne pas négocier avec les pays africains dans l'exploitation et la commercialisation des ressources naturelles africains. C'est de là qu'est né le terrorisme. Ils ont imposé, construit le terrorisme dans les États africains à travers les guerres civiles, à travers les rébellions, à travers les coups d'État dans les États africains. C'est comme ça que le terrorisme est arrivé en Afrique et s'est nourri fondamentalement par ce qu'on appelle aujourd'hui la trahison. D'où le deuxième élément de votre thématique, la trahison. Trahison, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu bel et bien compte que ce terrorisme-là qui est financé, entretenu par les puissances occidentales, mêlait dans ce phénomène les Africains. C'est un terrorisme qui fonctionnait avec les Africains contre les Africains, malheureusement. D'où la trahison. Lorsque vous faites l'historiographie politique du processus de déstabilisation du continent africain, vous allez vous rendre bel et bien compte que les pays occidentaux ont toujours utilisé un Africain contre un autre Africain. Un Africain contre... un pays africain contre un autre pays africain. L'exemple, c'est quoi? C'est 87, en plein sommet de l'Union africaine, dans le discours de Thomas Sankara. Il pose le problème de manière globale, aux yeux du monde. Il décrit ce qu'il a appelé la crise de la solidarité africaine autour de la problématique de la dette qui a été, n'est-ce pas, ici imposée aux pays africains de manière, n'est-ce pas, ici, illégale, par exemple. Il disait dans son discours que le problème qu'il pose
aujourd'hui devant l'Union africaine est un problème qui doit se résoudre qui doit se résoudre si les autres États africains l'accompagnent dans ce sens-là. Il disait que s'il est seul, en 1988, il ne sera pas au prochain sommet de l'Union africaine. Et c'est ce qui s'est passé réellement. L'année suivante, en 88, il n'était plus au prochain sommet de l'Union africaine parce qu'il avait été assassiné. Donc, on vous impose le terrorisme, on vous impose les rebelles, et lorsque vous êtes dépassé par ces rebelles-là, ils sombrent dans le dernier mot de votre thématique qui est le chantage occidental. C'est-à-dire, lorsque un État est dépassé, on a vu avec le Mali, à l'époque, n'est-ce pas, ici, de celui qui a précédé, n'est-ce pas, Goïta, on a vu comment il avait fait un appel manu militari à la France pour que la France vienne, entre guillemets, sauver le Mali qui était menacé de sécession et de déstabilisation au nord du Mali. Donc c'est un schéma linéaire que nous connaissons tous. On vous colle au terrorisme, et on vous, n'est-ce pas, ici, on pousse vers la trahison, on utilise les vôtres pour vous diviser, et lorsque vous êtes, n'est-ce pas, en passe, ou alors devant ce qu'on appelle un cul-de-sac, il sombre dans ce qu'on appelle le chantage. Donc c'est ce que Traoré, dans toutes ses sorties, pose comme problématique fondamentale. C'est la problématique de la crise de la solidarité africaine. Il est en train de dire à travers ses multiples communications que les États africains doivent ouvrir les yeux et comprendre les enjeux qui sont en train de s'opérer sur le terrain. Nous sommes en train de revivre l'histoire de la déstabilisation du continent africain à travers l'idéal type de la Confédération des États de l'AES. Donc, c'est une façon d'interpeller les États voisins tels que l'Algérie, tels que le Burkina Faso, tels que le Togo, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Bénin, à l'effet de les ramener dans le bon sens pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de jouer là comme jeu est un jeu qui bénéficie aux puissances occidentales. Donc, du point de vue du rapport de force et de la réelle politique, Traoré est conscient du fait que son insécurité, sa sécurité ou alors la sécurité de la Confédération des États de l'AES sera davantage une sécurité, n'est-ce pas, durable si les autres l'accompagnent, les autres intègrent ce programme-là pour former ce qu'on appelle les régionalismes forts. C'est-à-dire, ce traité de l'AES qui a été créé là, il faudrait que les autres États, n'est-ce pas, ici, intègrent ce regroupement-là pour qu'à terme, on puisse construire un rapport de force capable de faire face aux velléités de déstabilisation des puissances occidentales. Parce que c'est de ça qu'il est question. Okay. Tant que l'Afrique n'aura pas cette capacité, cette capacité d'attaquer, parce qu'il faut pas seulement rester dans la logique défensive. Okay. Il faut aussi savoir attaquer, savoir anticiper. C'est chez Elou qui parle souvent de la provision. C'est-à-dire anticiper lorsque vous sentez que vos intérêts et votre sécurité est en danger sur le plan international. Et le faire nécessite une certaine capacité qui se manifeste par ce que nous appelons l'indice de puissance. Et je rappelle toujours aux yeux des panafricanistes et des Africains que c'est cet indice de puissance qui permet à ces pays occidentaux de se comporter comme ils se comportent actuellement. C'est cet indice de puissance qui permet à Benjamin Netanyahu de tuer tout un peuple au niveau du Gaza là-bas sans qu'il ne soit interpellé sur le plan international. C'est cet indice de puissance qui avait fait que le président américain aille pendre tout un président irakien sans que le droit international ne puisse se manifester. Et c'est cet indice de puissance là que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers cette guerre russo-ukrainienne qui empêche à ce que la Russie soit attaquée de manière frontale parce que le camp d'en face sait que la Russie est militairement nantie. Donc, l'Afrique, à terme, doit s'acheminer vers cet indice de puissance-là, qui sera davantage un indice de puissance préventif et aussi curatif. Préventif pour, n'est-ce pas, prémunir l'Afrique, n'est-ce pas, contre ses volontés, ses ambitions, ses processus de déstabilisation nourris par les puissances occidentales, qui resteront toujours pérennes
tant que l'Afrique sera le continent des matières premières et des ressources naturelles, mais curatif lorsque l'Afrique sera attaquée, envahie par ces puissances occidentales. Il faudrait qu'on ait la capacité de rendre le coup, de riposter à travers ce qu'on appelle la réciprocité sur le plan international. Parce que la réciprocité aujourd'hui bégaye. Les États africains aujourd'hui n'arrivent pas à implémenter ce processus de réciprocité justement parce que ils n'ont pas l'indice de puissance. Or, la réciprocité est souvent la conséquence de l'indice de puissance. Lorsque vous avez l'indice de puissance, la réciprocité se déclenche par elle-même. Donc, il faut cela aujourd'hui en Afrique. Si on avait cet indice de puissance, le Mali aujourd'hui devait peut-être envoyer aussi les soldats en Russie, combattre aux côtés de la Russie contre l'Ukraine. Même si du point de vue des rapports de force, on sait que la Russie a totalement vaincu l'Ukraine de ce côté-là. Mais on doit apprendre à construire des rapports de force qui nous permettront aussi de poser des actions souveraines de défense sur le plan international sans qu'on puisse en appeler à l'aide internationale ou alors à l'aide sécuritaire. Il faut qu'on s'achemine vers ça. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité, n'est-ce pas, à se défendre, à poser des actions par nous-mêmes, sans toutefois compter sur les autres. Les autres peuvent nous venir en appui du point de vue tactique et stratégique, mais pas pour venir se substituer à notre monopole de la violence physique légitime. Donc, nous disons toujours ici, sur ces plateaux de télévision, que l'avenir de l'Afrique passe par là. Et tant pis pour ces États africains qui n'arrivent pas à comprendre cela. Les États qui continuent encore à livrer leur sol, livrer leur territoire, livrer leurs ressources humaines au jeu de la manipulation occidentale. Donc il faut une prise de conscience dans ce que j'appelle souvent une crise de conscience, de telle sorte que la conscience panafricaniste puisse, n'est-ce pas, essayer d'envahir toute l'Afrique et faire en sorte que les pays africains intègrent la réalité selon laquelle la protection de leurs intérêts personnels égoïstes reste totalement marginale comparée à la protection de l'intérêt général qui est celui de la création de l'unité du continent africain. Merci, docteur Songo. Eh bien, l'état-major des forces armées maliennes s'est exprimé, a communiqué le 9 août 2024 concernant des faits qui ont eu lieu le 7 août de l'année en cours aux environs de 18h30. Un poste de sécurité de Kouakourou dans la région de Mopti a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction des forces armées a été foudroyante selon le communiqué et les combats très violents se sont poursuivis après le crépuscule avec l'intervention des vecteurs aériens des forces armées maliennes. Rengaine, le jeudi 8 août 2024, où des vecteurs aériens des forces armées maliennes ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tizawatene. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les forces armées maliennes poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés. Dans la zone de Tizawatene, plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. C'est une communication de l'état-major général des armées au Mali. Omar Diallo dit Diapenda, ce sont des faits qui remettent encore au goût du jour les actes terroristes et les attaques dont est victime aujourd'hui le Mali, que ce soit dans le nord ou encore dans plusieurs autres zones qui ont été citées dans ce communiqué des forces armées maliennes. Maintenant, il y a un visage, même si certains estiment que c'est un bouc émissaire, Kiev, qui a été mis au devant comme soutien de ces terroristes du côté du Mali, dans le nord du Mali particulièrement. La réaction a été la rupture diplomatique depuis le Mali, mais le Niger aussi a suivi une forme, Omar Diallo, Diapenda, de soutien envers le Mali, qui n'a pas été constaté dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Comment interpréter cela? Qu'avez-vous à dire? Merci de m'avoir donné la parole. Et aujourd'hui, sur cette question de l'attaque à Tizawatene, il est vraiment très important que les gens comprennent. Aujourd'hui, c'est très dommage. C'est trop dommage de voir certaines se battre pour la liberté et la stabilité de toute l'Afrique,
Et il y a toujours en bas des gens qui collaborent et qui participent pour la destruction totale de nos nations. C'est très dommage. Aujourd'hui, le Mali, personne aujourd'hui ne dira le contraire, que l'armée malienne n'est pas en tout cas en montée en puissance contre ces bandits, contre aujourd'hui ce banditisme organisé de l'Occident. Et c'est très dommage de voir qu'ils ont l'accès de fuir pour aller, en tout cas, se cacher dans un autre pays, un pays africain comme l'Algérie, qui aujourd'hui, avec le Niger et le Mali, ont les mêmes problèmes. Donc, je ne pense pas si, à la place de l'Algérie, le Mali réagira de la sorte et héberger des bandits et des ennemis qui sont contre le Mali. C'est très dommage. Aujourd'hui, ce banditisme que nous constatons, l'Ukraine, tout cela, l'Ukraine peut faire quoi en Afrique? L'Ukraine connaît quoi en Afrique? Nos ennemis, ce sont ceux-là même qui sont nos voisins. Nos ennemis sont ceux-là même qui partagent et divisent les mêmes frontières entre nous. Si aujourd'hui on regarde la position géographique de l'AES, nous sommes encerclés. Ça, c'est pas des mensonges. Ça, c'est une vérité incontestable. Le Niger a sur le front, ici, nous avons le Nigeria, le Bénin, l'Algérie, qui aujourd'hui constitue une menace, je dirais l'Algérie, parce que les gens ont toujours l'accès d'aller se réfugier dans un autre pays frère qui devait mener la lutte, le combat pour la libération de l'Afrique. Et de ce côté, nous avons la Côte d'Ivoire qui menace le Burkina Faso. C'est très dommage. C'est dommage. Et du côté, nous avons le Mali est menacé par l'Algérie, par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal. Ce n'est pas des Ukrainiens, ce n'est pas des Européens. L'Ukraine peut quitter là où ils sont pour venir en Afrique dire qu'ils vont menacer des gens de Tazawatène. Comment est-ce que cela est possible? C'est parce qu'il y a une complicité interne. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'armée qui fournissent des informations et des positions des militaires aux bandits. Mais aujourd'hui, je peux vous donner cette information. Les terroristes, le plus grand terroriste que les gens constatent et qui est vraiment un calvaire, et qui est vraiment un cauchemar pour le peuple africain, comme Yaga Agali, aujourd'hui, il est dans un tunnel. Il est encerclé par l'armée malienne. Et si l'Algérie apportait son soutien indéfectible au peuple du Mali, mais attendez, ces gens-là ne peuvent pas faire 24 heures, ils ne tiennent pas 24 heures contre un État. Nous ne sommes pas des groupes de bandits. Le Mali n'est pas dirigé par des bandits. Le Niger n'est pas dirigé par des bandits, ni le Burkina. L'Afrique, nous avons comment on appelle, nous avons des pouvoirs, nous avons des régimes qui ont été choisis par des peuples. Vous avez vu la foule, vous avez vu des millions des Africains qui se sont mobilisés pour arracher leur souffle de vie à l'Occident. Et jusqu'aujourd'hui, il y a quelques individus, un, deux, trois personnes qui sont là pour leur propre intérêt et qui ont une haine contre le peuple africain pour déstabiliser l'Afrique. Comment est-ce que quelqu'un peut me dire que la France ou les États-Unis sont venus pour bombarder le Niger, ou bombarder le Mali, ou bombarder le Burkina? C'est faux. Nous sommes au milieu. Nous sommes encerclés, entourés par des pays africains. Si ces pays n'acceptent pas, mais comment est-ce que je peux rentrer dans la maison du voisin sans son accord pour aller dire que je vais menacer quelqu'un de l'autre côté, son voisin? Mais non, ce n'est pas possible. C'est parce que j'ai accepté, parce que la complicité, elle est claire. Aujourd'hui, nous avons deux fronts. Le front en Afrique et nous avons le front médiatique de l'Occident qui menace l'Afrique, qui menace les Africains. Tout ça pour nos ressources, pour nos matières premières. Mais ce que nous allons dire, il ne faut pas qu'on perde le temps à s'apitoyer sur notre sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Thomas Sankara, paix à son âme, il l'a dit, seule la lutte libère. Nous connaissons nos ennemis. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut qu'il y ait vraiment des garde-fous. Il faut qu'il y ait une armée qui est capable de relever les défis sur tout le monde. Il faut que la jeunesse, le peuple se mobilise pour travailler. Parce qu'on ne peut pas dire que nous allons continuer dans cette peur, dire que demain on va nous attaquer, demain on va nous détruire. Non. Il faut que nous-mêmes nous posons des actes palpables. La guerre n'empêche pas le développement. La guerre n'empêche pas le travail. La guerre n'empêche pas aujourd'hui de faire développer nos pays. Il faut que cette chose soit claire et nette pour tout un chacun. Arrêtons de chercher loin. L'Ukraine ne connaît rien. L'Ukraine, c'est juste des gens qui veulent se donner
en tout cas, c'est faire plaisir, dire à Poutine que nous avons attaqué le Mali, nous avons attaqué le Niger, nous avons attaqué le Burkina, parce qu'eux, ils considèrent comme Poutine est le nouveau maître de l'AES. Mais ils se trompent. Aujourd'hui, nous n'avons aucun compte à rendre à Vladimir Poutine. Il est président chez lui, chez nous, nous avons nos dirigeants que nous avons choisis. Et nous allons faire en sorte que cette diplomatie, nous sommes sur les mêmes idéologies, la même vision. Nous allons continuer que notre diplomatie tienne compte de nos intérêts et des intérêts de nos partenaires. Ça, c'est normal. Il est très important que nous menons tous des actions politiques qui comprennent nos ennemis sont à côté de nous. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Ukraine. Ils reçoivent les armes. C'est nous qui prennent, qui acceptent des muettes attaquer nos compatriotes. Donc, il faut que cela soit clair pour tout un chacun. Et j'interpelle ici le peuple souverain de la Côte d'Ivoire, le peuple souverain du Bénin, du Nigeria, de l'Algérie, du Sénégal, de s'unir et comprendre que nous devons s'unir pour vivre ou se désunir et périr. Voilà la chose incontestable que j'allais dire ici. Merci vraiment, Madame Bégoudé, pour ce micro.